Et je vois que pas mal tout le monde est muté. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vous démuter. Et on y va. Je partage mon écran. Et on commence le slideshow. Est-ce que vous voyez bien ça? Oui. Super. Fait que merci d'être là pour la partie B de notre webinaire sur la gestion de couleurs. On va juste se rappeler que dans la partie A, on avait parlé de qu'est-ce qui est la gestion de couleurs. C'est assurer une fidélité de couleur entre ce que je vois avec mes yeux, ce qui capte mon appareil photo, ce que je vois sur mon écran et mes images imprimées. Fait que, la première partie, on avait parlé dans la section de ce qui capte mon appareil photo, c'est la balance des blancs personnalisés qu'il faut faire. Et on avait parlé que de la partie, ce que je vois sur mon écran, c'est qu'il faut avoir un écran calibré pour bien voir les couleurs que j'ai captées avec mon appareil photo. J'aimerais juste savoir si vous avez fait quelque chose depuis la partie A, si vous avez une expérience d'essayer une balance des blancs personnalisée pour la première fois ou d'avoir acheté la sonde pour calibrer votre écran pour la première fois. J'aimerais juste avoir votre feedback. Comment ça a été? C'était bon? Avez-vous eu des problèmes ou on ne l'a pas fait encore? Donnez-moi un petit peu de feedback. Bon, ben moi, Amy, je peux partager mon expérience que j'avais commencé à partager sur Facebook. J'ai acheté un outil pour calibrer mon écran. Puis, comme je disais sur Facebook, ça s'est bien passé. C'est vraiment du étape par étape, tu suis ce que le logiciel Enfin, en fait, le logiciel te guide tout au long du processus. Puis, je n'ai pas eu de problème particulier. Christian m'avait envoyé une vidéo YouTube là, de quelqu'un qui, justement, qui faisait la même démarche. Puis lui, en plus, rajoutait un petit peu d'explication sur chaque paramètre fait quoi, puis pourquoi le paramétrer de cette façon-là. Fait que ça m'a aidé à mieux comprendre le processus global. Au niveau du profil ICC que ça a donné, bien évidemment, c'est celui que j'ai utilisé, que j'utilise présentement sur mon écran. Est-ce que ça a changé beaucoup les couleurs? Pas tellement, parce que le BenQ que j'ai acheté, c'est un écran qui arrive calibré d'usine. Quand tu rouvres la boîte, tu as les feuilles de la calibration là, qui a été faite avant même qu'il fasse le shipping de l'écran. Donc, il était déjà, ça m'a démontré qu'il était déjà très bien calibré d'usine. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir l'opportunité de le calibrer selon la luminosité propre que toi tu veux lui donner, puis de le refaire de façon régulière. Ça t'assure au moins que tu pars avec une base fiable. Mais je veux dire, pour le reste du processus, là, ça s'est très bien passé. C'est pas difficile à faire. Super. Tu es allé avec quelle sonde? Je suis allé avec la X-Rite, le Display Pro. Ça coûte combien, celle-là? Autour de 318, je pense, quelque chose comme ça, sur Amazon. Puis j'ai constaté cette semaine que le prix n'était plus le même, mais rendu à 355 ou 60. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une hausse de prix dernièrement. Pourquoi j'ai choisi celle-là? C'est parce que sur le site de référence francophone sur la gestion des couleurs, je pense que ça s'appelle comme ça, la gestion des couleurs.com. Je pense que tout le monde est passé par ce site-là, ceux qui s'intéressent un peu au sujet. C'est un site, je pense que c'est un site français, vraiment très, très bien monté. Je ne sais pas si vous savez de quel site que je parle, mais en tout cas, je partagerai l'adresse si ça vous intéresse. Ça fait vraiment le tour en profondeur de tout ce qui touche tous les aspects de la calibration d'un écran. Et puis, c'était le modèle qui était primé par les auteurs. Il y avait testé. Dans le fond, il n'y a pas énormément de modèles. Là. Il y a 2 compagnies, puis à peu près 3-4 modèles. Donc, c'est pas trop dur de faire un choix. On y va avec nos besoins. Donc, super. Cool. Quelqu'un d'autre?
Vas-y, Mario. Bon, moi, j'ai 2 moniteurs. Et puis, comme vous avez vu, j'ai la Spider 5 Express que j'ai upgradée à Pro. OK. Parce qu'on peut acheter la chose de base, là, puis si ça ne fait pas notre affaire, ben, on peut upgrader le logiciel à la version Pro. C'est le même dispositif. Ça, c'est la version avant la 6, parce qu'ils sont rendus à 6. Là. Et puis, ce qui est compliqué quand tu as 2 moniteurs qui n'ont pas été achetés en même temps, c'est de les balancer. Puis je me suis rendu compte que mon vieux moniteur Samsung, là, qui a 7-8 ans, là, il était pas mal plus proche de l'idéal que le Acer que j'ai, qui lui est tout neuf. Mais tellement que pour ajuster les deux, il faut diminuer la luminosité du Acer pour à peu près tomber dans le même range de luminosité pour les deux. Mm-hmm. Et puis ensuite de ça, comme j'ai 2 interfaces différentes, un est en HDMI puis l'autre est en DVI, eh bien, ça ne donne pas tout à fait le même rendu de couleur. Juste par l'interface. J'avais déjà été pris il y a longtemps avec un autre, des très anciennes sondes à l'université, là, à l'audiovisuel. Et puis, on avait pourtant 2 moniteurs pareils, tout ça, tout était pareil, sauf l'interface qui n'était pas le même. Dans ce temps-là, c'était un VGA puis un DVI, fait que c'était pas le même. On n'avait pas le même set de couleurs. Mais à part ça, ça va assez bien. On en fait un, on fait l'autre. Puis là, pour balancer les deux, il nous demande de setter la brillance dans un range là, dans un range là, de brillance pour que les deux puissent donner le même rapport. Alors, Même si les deux ne sont pas égales l'un à l'autre, les deux sont mieux calibrés que pas calibrés. Oui, puis ils ne sont pas tout à fait pareils tous les deux, mais au moins quand tu as une image grise, elle est grise. Ça a l'air bizarre, là. Même sur mon portable, là, le portable, le problème, c'est quand tu varies l'angle de l'écran, là, ça varie de beaucoup la luminosité, là, tout dépendant de l'angle, mais au moins tes gris sortent gris. Parce que des fois, les gris sortent violacés pour certaines machines, d'autres c'est bleu, d'autres c'est comme magenta. Effectivement, c'est mon moniteur, quand c'est pas calibré, c'est bleu. C'est fou comment c'est bleuté. Bon, merci de son partage, Mario. Quelqu'un d'autre? On continue? Fait que je vais repartager mon écran. Donc, ce soir, on va se concentrer sur la dernière partie, c'est comment faire que mes images que j'imprime ou que je fais imprimer sortent égales à ce que je vois sur mon écran. Donc, l'autre fois, dans la partie A, ça fait 2 semaines, on avait parlé, comme je vous ai dit, de la balance des blancs et l'étalonnage d'écran et d'imprimante. Ce soir, on va poursuivre avec les 3 dernières parties, dont les espaces de couleurs, préparer une image pour impression et les produits imprimés. Il y aura une période de questions après chaque section. Je vais faire ça assez rapidement parce que on pourrait prendre comme 3 heures pour parler de chaque chose, mais on va faire le survol. Si vous avez des questions, on peut approfondir selon vos questions. Donc, je vais commencer avec la gestion de couleurs. Excuse-moi, avec les espaces de couleurs. Puis comme j'ai dit l'autre fois, j'en suis certaine qu'il y a tous les niveaux de connaissances dans le club photo, que vous soyez ici avec nous ce soir ou si vous allez regarder la vidéo par après. Puis il y aura certainement des choses qui vont être trop techniques que ça va vous perdre, mais il y a sûrement d'autres choses qui vont être trop faciles, que vous le savez déjà. Mais mon espoir, c'est que chacun
peut au moins prendre un petit quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau. Fait que, qu'est-ce qu'un espace de couleur? Un espace de couleur ou un color space en anglais, c'est le terme qu'on utilise pour désigner une gamme des couleurs. Ça veut dire la quantité de couleurs différentes. Que ce soit capté par un appareil photo, affiché sur un moniteur ou produit par une imprimante. Pourquoi est-il important pour un photographe d'avoir une connaissance des espaces de couleur? C'est parce que chaque espace de couleur a ses avantages et ses désavantages. Puis savoir quel espace de couleur utiliser selon les circonstances me permet d'exposer mon image à son meilleur partout où elle sera vue, soit sur l'Internet, soit imprimée, soit sur mon écran à moi. Puis le petit dessin en haut. Vous allez voir, on va parler ce soir de 3 espaces de couleur. Ce sont les 3 les plus communs, puis les 3 qu'il faut savoir pour la photographie. Le genre de arche, ça démontre une image qui symbolise toutes les couleurs, ce que voit l'œil humain. Puis les 3 espaces de couleurs qu'on va parler, c'est le SRVB. Donc, le triangle en dedans, ça montre la gamme de couleurs, combien de couleurs qu'on peut voir avec cet espace de couleurs. Donc, évidemment, le plus petit, c'est le SRVB ou RGB en anglais, rouge, vert, bleu. Le deuxième, c'est le Adobe RVB. Puis le troisième, c'est le ProPhoto RVB. Et c'est ça. On va en discuter juste brièvement de chacun. Je peux assigner un espace de couleur à mon image lors de n'importe quelle des opérations suivantes, soit dans les paramètres de mon appareil photo avant ma prise de vue, dans le menu de mon appareil photo, je peux le choisir, soit à l'ouverture de mon image dans un logiciel de traitement d'image. Je peux paramétrer que ouvre mes images dans montre-moi dans tel espace de couleur. Soit durant le post-traitement de mon image, je peux changer mon image d'un espace couleur à l'autre ou lors de l'exportation de mon image. Premièrement, le SRVB, c'est l'espace de couleur le plus répandu. C'est le standard d'affichage mondial pour Internet et la plupart des appareils technologiques. Des fichiers en RVB, SRVB sont acceptés par tous les laboratoires d'impression, peu importe. Des images en SRVB, ça fait des impressions acceptables. Et une image numérique en SRVB sera visionnée d'une façon uniforme sur toutes les plateformes. Parce que si mon image est dans un autre espace couleur, puis quelqu'un le regarde sur Internet ou sur le téléphone qui peut montrer juste le SRVB, ils vont manquer d'informations, ils vont manquer des couleurs qui sont dans mon image. Mais si je mets mon image en SRVB, comme je le vois moi, ça sera comme ça soit vu par les personnes qui le regardent sur leur appareil. Le prochain, c'est l'Adobe RVB 1998. Comme on a vu dans le petit dessin, c'est une plus grande gamme de couleurs que le SRVB. La différence est surtout dans les tons vibrants et saturés. Accepté par quelques laboratoires d'impression. Gosselin, non, ils impriment en SRVB seulement. Puis si Gosselin l'accepte pas, c'est sûr que Costco, puis Walmart, puis le drugstore du coin de rue ne l'acceptent pas non plus. Mais il y a des laboratoires professionnels qui acceptent des fichiers en Adobe RVB qui peuvent imprimer là-dedans. Une image dans Adobe RVB. Yes, baby? Yeah, it's done. Une image en Adobe RVB fait des impressions plus nuancées que le SRVB. Ça veut dire qu'on verra dans les dégradés plus de couleurs, surtout encore dans les tons vibrants et saturés. Et finalement, une image numérique en Adobe RVB destinée pour le partage sur Internet ou téléphone cellulaire
doit être converti en sRVB pour être vu comme il faut. Et finalement, le troisième, ProPhoto RVB, c'est la plus grande gamme de couleurs, dont quelques-unes même hors de la vision humaine. Comment on sait, je ne sais pas, c'est sûrement un algorithme qui a calculé ça, mais si on retourne dans notre petite image, on voit dans le ProPhoto RVB, la petite triangle dépasse même ce qu'on dit, les couleurs qu'on peut voir avec l'œil humain. Ce n'est pas accepté par les laboratoires d'impression, aucun que je sache. Un petit point intéressant, le module de développement de Adobe Lightroom affiche les images en ProPhoto RVB. Pourtant, aucun écran ne peut afficher cette gamme au complète. Puis, tout comme les images numériques en Adobe RVB, une image numérique en ProPhoto RVB destinée pour le partage sur Internet ou tout téléphone cellulaire doit être obligatoirement convertie en sRVB. Si on ne le fait pas, ça sera vu, ça sera comme vraiment pas beau quand on le regarde. Ça va être comme désaturé puis vraiment laid. Mais Amy, vous allez me demander lequel devrais-je utiliser? Bien, on va regarder les points. Je vais vous dire ce que moi je fais, puis vous allez faire votre choix selon ce que vous faites. À retenir qu'une image numérique en RVB s'affichera de façon uniforme sur tous les appareils technologiques. Une image numérique en Adobe RVB ou ProPhoto RVB ne s'affichera pas correctement, sauf dans un logiciel de traitement d'image. Une image imprimée en Adobe RVB sera un peu plus vibrante et saturée que la même image en sRVB. Puis, une image peut être convertie d'un espace de couleur à un autre dans un logiciel de traitement d'image sans perte de qualité. Je vais vous dire ce que je fais. Je garde tout dans sRVB moi-même. J'ai paramétré mon appareil photo de prendre les images en sRVB. Je le dis en guillemets parce que quand on capte une image en RAW, il n'y a pas d'espace de couleur qui est attaché avec. Peu importe ce que tu mets dans tes paramètres, c'est juste si tu prends une photo en JPEG, ça va être avec le sRVB ou ce que tu as paramétré, ça va être comme attaché avec les informations de ce fichier. Puis vous allez voir sur le petit écran de votre appareil que ça s'affiche en sRVB. Puis, je travaille tout le long dans sRVB parce que je ne me casse pas la tête de garder mon fichier dans un autre espace couleur pour le regarder pendant que je fais mon post-traitement, puis de le convertir dans sRVB pour partage sur Internet, puis convertir en Adobe RVB quand je l'envoie à l'impression avec mon laboratoire. Je ne me casse pas la tête avec. Je laisse tout dans sRVB. Puis pour moi, ce que je fais, les portraits, ça ne fait pas une grande différence. Je n'ai pas souvent des images qui sont très saturées ou avec des couleurs vibrantes. On parle juste ça peut être à l'extérieur, mais les tons de peau, les vêtements que la personne porte, sRVB, ça fait pleinement le job. Puis c'est quand même beau quand on l'imprime. Si je serais une photographe qui prenait surtout des landscapes ou des fleurs en macro avec des tons vibrants, ça sera peut-être une autre affaire. Je mettrai peut-être plus le focus sur l'Adobe RVB pour avoir le plus de tons saturés possible. Donc, vous allez faire votre choix selon les extra étapes que vous voulez faire durant votre traitement d'image, puis selon le type d'image que vous prenez. Avez-vous des questions sur les espaces de couleur? Vous allez vous démuter. Non, pas pour moi, merci. Super. Moi, je n'ai pas de questions, mais c'est plus un commentaire, une remarque que j'ai fait. Moi, mon moniteur, je l'ai seté en Adobe RGB. Et je travaille juste en Adobe RGB. Puis j'ai constaté que
quand je travaille ma photo dans cet espace couleur-là, je te dirais que c'est assez fidèle. En fait, c'est pratiquement identique à ce que je vais retrouver sur un iPad en termes de rendu couleur, de vibrance, de saturation. Fait que je me dis probablement que les iPhones et les iPads, c'est peut-être que ça travaille en sRGB, mais d'après moi, je ne sais pas, je pense que de façon logicielle, Apple va peut-être recréer va peut-être recréer artificiellement cet espace couleur-là, le Adobe RGB, pour aller chercher justement plus de punch dans les images. Parce que moi, ce que je vois à l'écran, c'est exactement la même chose que ce que je vois sur iPad. Donc, je ne vois pas de perte là, au niveau de la saturation dans mes images. Intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas, ça fait du sens parce que comme l'espace couleur, ça se nomme Adobe RVB. Fait que ça se peut. Je ne suis pas une personne Mac, fait que j'ai aucun un appareil Mac Apple dans ma maison. Fait que je peux pas commenter là-dessus. Je ne peux pas te donner technique, Martin, mais je sais qu'Apple a un codec différent des autres. Il utilise le HEIC, qui est plus performant que JPEG. Fait que c'est possible qu'il y ait un entre-deux. Mais je n'ai pas de fiche technique. Là. Ça ne me surprendra pas d'Apple qu'il y ait un petit peu plus loin. Mais du moment qu'on va sur Instagram ou sur Facebook, c'est converti en sRVB, même si nous, on l'envoie en Adobe RVB. C'est tout. Mais chacun de ces logiciels-là reconvertit les couleurs à leur façon. Donc, c'est ce que tu vois sur ton écran calibré. Ça va être en sRGB. Quand tu envoies ça sur Instagram, c'est rare que ce que tu as à l'écran, toi, ça ressemble à ce qui apparaît sur Instagram. Un petit peu la même chose pour Facebook. Les couleurs sont manipulées après coup. Malheureusement, oui, tu as raison. Pour vrai, je ne savais pas. Je sais que les couleurs peuvent être compressées quand ils compressent le fichier pour to display it sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais vu que le sRVB, c'est le standard, est-ce que c'est vrai que les sites Internet font leur propre gestion de couleurs? Non, là-dessus, tu as raison, Amy, mais si moi j'envoie une photo qui est full Adobe RVB, il va être recompressé en sRVB. Si je l'envoie en sRVB, il ne sera pas recomposé au niveau de la couleur, mais il peut être recompressé avec un algorithme qui t'en enlève encore plus. Oui, ça c'est vrai. Il va y avoir des nuances de ce côté-là. C'est ce Oui. que Martin disait, si j'ai bien compris ce qu'il dit. Puis même les browsers, jusqu'à pas longtemps, il y en a qui considéraient la gestion de couleur, il y en a d'autres qui ne considéraient pas. Donc, quand tu as un profil de couleur installé sur ton écran, en tout cas sur Windows, c'est comme ça, c'est que à peu près chaque logiciel va gérer les couleurs de façon autonome, un peu comme il veut. Donc, c'est pour ça que sur Windows, tu vas ouvrir ton image sur 3 logiciels différents, puis tu vas avoir pratiquement 3 rendus différents là, au niveau des couleurs. C'est pas pareil sur Apple. Pour la gestion des couleurs est centrale. Donc, c'est plus facile d'avoir une idée uniforme de ce que va avoir là ta photo. Ça complique les choses. Je pensais que la seule différence est au niveau de combien le logiciel compresse l'image. Mais ce n'est pas une différence d'espace de couleur, c'est une différence, il y a moins de couleurs parce que c'est plus compressé. Ben, je vais te donner un exemple. C'est un fichier JPEG puis que tu as différents viewers. OpenView, tu peux l'ouvrir dans un browser comme Google Chrome. Tu peux l'ouvrir dans Lightroom. Il y a des différences au niveau des subtilités des couleurs parce qu'il y a certains logiciels qui font leur propre gestion de couleurs. OK. Ben, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis je prétends pas avoir toutes les réponses. C'est quelque chose de très technique que je connais. L'important de retenir, c'est que si on veut que notre image soit vue le plus fidèlement possible pour tout le monde, on met en sRVB pour partage sur Internet. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait, tu as raison. Super. OK, donc on continue. Allô? Ça ne marche pas, j'essaie d'avancer mon slideshow un instant. OK, super. Fait que là, on commence la partie de préparation d'une image pour impression. C'est la raison pour laquelle vous êtes tous ici. C'était la raison principale que je voulais faire un webinaire au début. Comme je vous avais dit l'autre fois, j'ai commencé avec cette partie-là, mais je trouvais ça comme ça ne donne pas toute l'histoire. Si je vous dis on ajoute un peu de luminosité puis ça va être correct quand on l'imprime, parce qu'il faut avoir la fidélité de couleur tout le long de notre workflow pour notre image. Mais là, on va spécifiquement parler de comment je peux faire pour préparer mon fichier que j'ai travaillé pour que ça sorte dans l'imprimante comme je le vois sur mon écran. Fait que lors de ma prise de vue, c'est du common sense. Je planifie ma prise de vue en fonction que la photo sera imprimée. Donc, c'est le fun avant qu'on fait la prise de vue, si on a le temps, si ce n'est pas sur le vif, de penser au... mettons, si je vais prendre un portrait de famille, je vais penser au mur que je veux exposer mon image. Je vais agencer les couleurs que mes sujets portent de leurs vêtements. Je vais agencer mon fond de scène que je veux utiliser, soit avec les vêtements de mes sujets ou soit avec le mur que je vais mettre. C'est juste de réfléchir un petit peu avant qu'on prend la photo. Si on sait qu'on va l'imprimer, on va tout mettre de notre côté possible pour que ça soit un succès. Je fais de mon mieux pour exposer mon sujet correctement. Ça, c'est un no-brainer, on le sait tout. Je fais une balance des blancs personnalisés. Puis, je laisse de l'espace autour de mon sujet pour me permettre de recadrer. Il n'y a rien de pire, en tout cas pour une photographe professionnelle, que je fais une super de belle prise de vue, un portrait de quelqu'un, mais la famille, elle veut une 8 par 10, une impression 8 par 10. Puis quand j'y vais pour recadrer ma photo, je coupe les jambes de la personne parce que je n'ai pas laissé assez d'espace autour de mon sujet pour me permettre un recadré comme je le veux. Donc, on garde ça en tête. Lors du post-traitement de mon image, absolument, il faut que je regarde mon image sur un écran étalonné. Ça fait vraiment pas de sens si on veut imprimer une image, qu'on le regarde sur notre écran qui est bleuté, c'est pas les mêmes tons de couleur. C'est sûr que si on fait pas ça, si on n'a pas un écran calibré, puis on imprime, c'est sûr que ça sera pas ce qu'on voit sur notre écran. Très important, je regarde mon image sur un écran pas trop éclairé. Le number one problème quand on imprime une image, on le reçoit puis on dit c'est vraiment sombre, ça n'a pas d'allure sur mon écran, je le vois très bien, toutes les couleurs dans les ombres, etc. Sur mon image, sur mon impression, c'est donc bien sombre, qu'est-ce qui s'est passé? On est tellement habitué de travailler sur un écran qui est bien trop éclairé. Il n'y a pas de problème si c'est pour un dossier, pour un fichier Word ou quoi que ce soit, mais quand on parle de travailler une image, il faut, pour impression, il faut diminuer la luminosité de notre écran. Approximativement 2 tiers puissance, donc 66% dans une pièce éclairée, ou à demi-puissance approximativement dans une pièce sombre. Si je travaille mes photos dans mon salon, c'est la nuit, il n'y a pas de lumière qui rentre par les fenêtres, j'ai juste ma petite lumière à côté de moi, ma petite lampe, c'est sûr que je vais baisser la luminosité de mon écran parce qu'on sait tout que quand on regarde une image sur notre écran, c'est
c'est lighted par en arrière. Il y a de la lumière qui vient d'en arrière, donc c'est bien plus lumineux qu'un papier, c'est juste de lumière réfléchie là-dessus. Donc, si vous retenez juste une chose ce soir, c'est que pour pas que vos images vos impressions sortent trop sombres, il faut les travailler sur un écran moins éclairé qu'on est habitué. On continue, je vérifie de nouveau ma balance des blancs avec la photo de la carte grise que j'ai conservée. Je ne vais pas le repasser, on en avait parlé dans la partie A que quand on prend la photo de la carte grise, je conserve cette image pour pouvoir vérifier avec ma pipette que ma balance de blanc est faite. Puis, je regarde partout sur mon image agrandie à 100% ou un ratio 1:1 pour bien voir les détails à corriger. Vraiment, je veux regarder d'une façon de gauche à droite sur chaque partie de l'image pour voir s'il y a une tache de poussière sur mon capteur que je dois corriger, s'il y a des petits cheveux flyaway hairs qu'il faut que je vérifie. Ce n'est pas si pire si on imprime une photo 4:6, mais quand on imprime une photo 30x40 pouces, cette petite poussière puis cette petite cheveux, on va le regretter de ne pas l'avoir corrigé. Et lors de la préparation pour impression, ça veut dire que j'ai terminé ma post-traitement, l'image est à mon goût. Qu'est-ce que je fais pour que ça sorte bien mon impression? Premièrement, je fais une copie de mon image avant de faire quelques modifications pour impression. C'est juste du common sense. J'ajoute de la luminosité à mon image. On va le regarder ensemble en exemple. J'ajoute de la netteté à mon image. J'effectue un recadrage au ratio de mon impression. Important de vérifier la taille de mon image. On va en parler un petit peu. Le DPI ou dots per inch, PPI, pixels par pouce, PPP. Je ne sais pas comment on le dit en français. Pour l'impression, le standard, c'est 300 DPI. Donc, on va l'agrandir notre image si c'est nécessaire. Puis, on fait le choix. Je convertis mon image soit en sRVB ou Adobe RVB s'il ne l'est pas déjà. Et je fais un épreuvage écran si j'ai un profil ICC d'impression. On l'avait discuté, c'est quoi un profil ICC. Dans la partie A, on va regarder des exemples ensemble. Je vais faire un exemple rapide dans Lightroom puis dans Photoshop. Comme je vous dis, c'est vraiment un survol. Vous pouvez m'arrêter pour demander des questions si vous en avez. Excuse-moi, je vais juste aller fermer la store. Excuse, je ne voyais plus. On va aller regarder premièrement dans Lightroom. Puis comme vous savez, ce qu'on peut faire dans un logiciel, on peut sûrement le faire dans les autres. Je fais mes exemples dans Lightroom et Photoshop parce que c'est ça que j'utilise, mais vous êtes capable de voir puis prendre les informations pour vos logiciels que vous utilisez. Super, je partage mon écran, Lightroom. On y va. J'imagine que vous voyez mon écran Lightroom ici. Donc, j'ai ma liste. C'est le slide qu'on vient de regarder, ce que je fais lors de la préparation pour impression. Je vais juste suivre les étapes que j'ai dit. Puis, ce n'est pas nécessaire de faire toutes ces étapes dans l'ordre que je les ai faites. Vous le faites dans l'ordre qui va bien avec votre workflow. Fait ici, on en avait dit que je vérifie de nouveau ma balance des blancs avec la photo de la carte grise que j'ai conservée. Voici l'image que j'ai utilisée pour confirmer l'exposition. Vous voyez bien que le pic est dans le milieu de mon écran de l'histogramme. C'est bien exposé.
Donc, j'utilise encore une image de la carte grise pour faire ma balance des blancs, pour le paramétrer dans mon appareil photo. Je vérifie de nouveau ici dans Lightroom avec la pipette. Si je le ferais, c'est pas mal semblable. Puis voici mon image. J'ai laissé un peu d'espace autour au cas où j'ai besoin de le recadrer. Puis si je vais checker dans tous les coins pour des choses à corriger, je l'agrandis, puis je check vraiment comme judicieusement pour voir s'il y a quelque chose qu'il faut corriger. Donc, on présume que l'image que j'ai ici, j'ai fini mon post-traitement, c'est à mon goût. Je le prépare pour l'impression. Je fais une copie de mon image. Créer une copie virtuelle, c'est comme ça qu'on le fait dans Lightroom où vous pouvez juste sauvegarder dans un autre nom. J'ajoute la luminosité à mon image. Vous allez me demander combien de luminosité qu'on ajoute. Il faut juste faire des essais, puis au fur et à mesure, vous allez comme voir combien. Je vous dis que dans Lightroom, je fais juste un ajustement de l'exposition. Puis ce que je regarde quand j'ajoute de la luminosité pour impression, je regarde les zones, les highlights, les autres lumières. Donc, je regarde ici sur son front, sur ses joues, puis la lumière tombe aussi sur ses épaules. C'est là que je regarde quand quand j'ajoute la luminosité pour impression. On voit que là, ça commence à être... Est-ce que vous voyez la différence, premièrement, sur Zoom, quand je fais ces ajustements? Est-ce que vous voyez que... Oui, on voit très bien. OK, super. Donc là, on voit que ça commence à être comme trop, ça devient lettre. Donc, c'est un peu trop que j'ai fait. D'habitude, l'exposition, je vais ajouter peut-être 0.30, 0.33. Donc, c'est plus lumineuse, mais ce n'est pas trop poussé. Mais avec le temps, quand vous l'avez fait assez de fois, vous allez être capable juste de regarder et dire, je pense que ça va être à peu près ça. Donc, je tombe toujours à 0.33 aux alentours pour luminosité. J'ajoute la netteté à mon image. On sait tous qu'une image est toujours plus nette sur mon écran que quand on l'imprime. Donc, il y a deux façons d'ajouter de la netteté dans Lightroom. Un, c'est avec le tab détail. Lightroom, il fait déjà quand que tu importes tes images dans Lightroom, tes images RAW, ça applique une petite netteté standard. On peut le diminuer si on veut. Je ne passerai pas sur toutes les affaires dans cette petite table, mais un petit truc qui est bon de savoir, juste une petite astuce, si on tient la touche Alt et on ajuste, ça nous montre juste en noir et blanc où on ajoute la netteté. La netteté sera appliquée sur quoi? Juste sur la partie blanche, pas sur la partie noire. Donc, si j'ajoute beaucoup de netteté, puis je veux juste que ça soit vraiment dans les textures, mettons ses yeux, sa bouche, les cheveux, je continue avec la touche Alt, puis je masque dans le slider de masquage jusqu'à... Là, c'est juste ça qui va être affecté par le netteté que j'ai ajouté. C'est juste un petit truc. L'autre façon qu'il y a pour ajouter de la netteté, c'est à l'exportation. On va regarder ça par après. J'effectue un recadrage au ratio de mon impression. Mettons que mon client veut une 8/10. Parfait, c'est fait. Puis là, il faut que je regarde, est-ce que mon image est à assez de pixels pour que si je l'imprime à 300 dpi, ce qui fait une belle impression, une belle résolution d'impression, est-ce que j'ai assez de pixels dans mon image pour faire ça? C'est juste une petite mathematical equation super facile
tu prends le nombre de pixels qui est affiché ici, puis en passant en Lightroom, si on met la touche I, tu peux paramétrer ce que tu veux voir, puis ça sur les informations, I pour information. Donc, je vois que mon 8 pouces, la côté plus petit, c'est 4016 pixels. Si je veux imprimer à 300 dpi, je fais juste 4016 divisé par 300. Ça va me dire le nombre de pouces que j'ai pour imprimer. Fait que là, on a amplement assez. On va regarder dans Photoshop si on veut agrandir l'image. Il y a plein de logiciels qui le font. Je convertis mon image en SRVB. Fait ici, dans Lightroom, dans le module de développement de Lightroom, comme que je vous ai dit tantôt, ça me l'affiche dans ProPhoto RVB. Donc, c'est à l'exportation que je vais pouvoir assigner un espace de couleur que je veux. Et je fais un épreuvage écran si j'ai un profil ICC d'impression. Puis, Martin, je suis super contente que tu as eu le profil ICC de Gosselin pour leur imprimante. Fait que si dans Lightroom, on touche le S, on voit maintenant qu'on est dans l'aperçu d'épreuvage écran. Ici, on peut sélectionner le profil ICC qu'on veut. Puis en passant, pour installer un profil ICC, c'est super facile. Tu fais juste le downloader sur ton ordi. Puis dans le Explorer où ce que tu vois tes fichiers, normalement dans ton ordi, tu right-click dessus, puis tu dis « Appliquer profil », puis ça va le mettre dans la bonne place, que ça sera accessible par tous tes logiciels. Et sur PC. Sur le Macintosh, c'est pas du tout la même chose. Ah non? Qu'est-ce qu'il faut faire dans Macintosh? Tu peux l'installer dans la bibliothèque centrale de ton ordinateur, dans le module Color Sync, puis là, après, tu as un sous-répertoire pour les profils. C'est là que tu vas l'installer. OK, donc vous allez demander à Christian comment le faire sur votre Macintosh. Dans Windows, on peut juste faire right-click, puis ça se fait automatiquement. Donc, je choisis ici, c'est lequel que tu avais mis, Martin? Je pense que c'est le Canon Pro ici. Donc, oui, c'est celui-là. Donc, je le choisis. Il y a perception, puis il y a relatif. Ça fait une petite différence. Je vous explique pas c'est quoi, mais pour des portraits, je vous suggère d'aller avec le relatif. C'est plus fidèle pour les tons de peau. Si vous faites d'autres choses, landscape, vous pouvez aller avec un ou l'autre. Et ici, c'est coché, simuler le papier et l'encre. Fait ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez, que l'image change un petit peu. C'est un peu désaturé, c'est un peu moins lumineux. C'est comme un aperçu de ce qu'on va voir à l'impression. Donc, si j'ai mon profil ICC, puis je le regarde ici, puis j'ai dit, finalement, ça me semble que c'est pas assez lumineux, c'est pas assez contrasté. À ce moment-là, vous pouvez faire d'autres changements si vous voulez. Et finalement, on y va avec l'exportation. Je suis certaine que vous savez déjà ce que je vais dire ici. L'important, c'est les paramètres de mon fichier. C'est ici l'espace colorimétrique. On dit si c'est pour Internet, je choisis SRVB. Si c'est pour imprimer dans un laboratoire normal, c'est SRVB. Donc, on peut le mettre là. Puis, la qualité pour impression, toujours 100%. C'est juste quand on veut un fichier moins lourd pour uploader à Facebook ou que ce soit, on peut ajuster la qualité. Ça va faire un moins lourd fichier. Redimensionner. Si vous voulez redimensionner, OK, je vais vous dire que la ratio, c'est l'important, c'est 8/10. J'ai déjà fait mon crop, fait que ce n'est pas nécessaire que je dis à l'exportation, fais ça juste 8 pouces par 10 pouces. L'important, c'est de mettre la résolution à 300 si vous allez
faire imprimer votre image. Puis ici, netteté pour. Vous pouvez choisir, est-ce que je vais ajouter à l'exportation automatiquement netteté pour écran, pour papier mat, papier brillant. Je vous conseille de, premièrement, si vous l'avez fait dans le tab déjà en développement, ajoute pas plus. Puis si vous voulez en ajouter, allez-y juste avec le faible parce que le standard puis l'élevé, c'est bien trop. Puis c'est ça, vous faites l'exportation, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ici avant qu'on le repasse dans Photoshop? Super. Voici, on va aller dans Photoshop. S'il vous plaît, Photoshop. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran Photoshop ou est-ce qu'il fallait que je partage un écran différent? Est-ce que vous voyez Photoshop? On voit. Ah oui, attends un peu. C'est encore Lightroom. C'est Lightroom, hein? OK. Est-ce que là, vous le voyez en Photoshop? Oui. OK, super. Fait que vous savez tous comment faire une copie d'une image. Je ne le referai pas. J'ajoute de luminosité à mon image. Pour moi, je le fais de la façon la plus simple. Et, juste avec une calque de luminosité. Même chose, on a juste la luminosité. Puis on regarde, puis quand ça devient laid, c'est trop. Donc, je regarde toujours les autres lumières. Je veux, avec une photo qui est plus sombre sur fond noir, on a besoin d'ajouter un peu plus de luminosité que pour une image avec beaucoup d'autres lumières. Mais quand même, je check les autres lumières sur le visage pour m'assurer que ça ne devient pas ridicule. Fait qu'on ajoute la luminosité. J'ajoute la netteté. Il y a deux façons faciles de le faire dans Photoshop. Le plus facile, c'est on fait toujours une estampe ou d'aplatir l'image. C'est j'ajoute un filtre de renforcement. Puis je sélectionne netteté optimisée. C'est comme déjà les paramètres par défaut, ça donne déjà une netteté super bon, pas trop pour l'impression. Donc, même si vous n'ajoutez rien ou n'ajustez rien, vous avez ajouté un petit peu de netteté, c'est super. L'autre façon, si on veut qu'on va utiliser, si on veut ajouter de la netteté juste sur certaines parties de l'image, il faut être judicieux parce qu'on ne veut pas ajouter trop de netteté sur le pot. Parce que ça fait ressortir ça fait le contraire de ce qu'on veut. On veut une peau lisse sans beaucoup de détails dans la texture. Donc, on n'ajoute pas de netteté trop dans le pot. Donc, si je veux juste ajouter de la netteté, mettons, sur les cheveux, les yeux, la bouche, etc., j'utilise mon filtre de passe haute. Filtre divers. Pass haut, c'est le High Pass Filter en anglais. Vous allez m'excuser, j'utilise en français pour vous autres, mais autrement, je le mets en anglais. Donc, ici, ça nous donne une image grise, puis on augmente le rayon jusqu'à ce qu'on commence à avoir des petites lignes dans l'image, pas trop. Bien, c'est correct parce qu'on peut diminuer l'opacité de la calque si on en met trop, mais je cherche à en voir juste, vous le voyez sûrement pas sur Zoom, mais je vois comme juste les lignes où il y a les cheveux puis les yeux. On voit très bien. Ah, super, excellent. Donc, je fais OK. Puis, j'y vais juste désaturer mon image parce que je veux que ça soit plus net juste dans les contrastes
je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas, en fait, pourquoi il faut le faire. Je sais juste qu'il faut le désaturer parce qu'on ne veut pas ajouter de la netteté dans les couleurs, mais seulement le contraste. Puis si je le mets sur le mode de fusion d'incrustation, voilà, j'ai ajouté de la netteté partout dans mon image. Vous ne le voyez sûrement pas sur Zoom, mais je peux ajouter une masque de cette façon-là. Je l'enlève partout, puis je fais juste ajouter de la netteté où ce que je veux avec mon pinceau. Je veux que les yeux puis les cils soient nets, puis les sourcils, puis la bouche, puis les cheveux. Fait que c'est ça, les deux façons dans Photoshop d'ajouter de la netteté facilement. J'effectue un recadrage de mon image. Vous savez comment recadrer, je ne le ferai pas. Mais si j'ai besoin de vérifier dans Photoshop la taille de mon image, Photoshop me dit que si je veux une résolution de 300 pixels par pouce pour une bonne impression avec une bonne qualité, il faut toujours viser 300. Que je fais mon petit mathématique où je peux juste le convertir en pouces. Puis avec cette image, je peux faire sur le côté long 16 pouces, puis le côté court 11 pouces, ça me va. Si j'ai besoin de faire un agrandissement qui est plus grand que ça, la meilleure façon dans Photoshop, c'est de sélectionner, conserver les détails 2.0. C'est vraiment, ça fait le plus agrandissement de l'image. Puis je fais OK. Amy, une question. Oui, dis-moi. Moi, habituellement, je transforme, je recadre dans Lightroom, puis je ne retouche pas après quand je vais ajouter de la luminosité ou je vais travailler dans Photoshop, je ne retravaille pas le recadrage. Est-ce que je dois le faire ou je prends pour acquis que Lightroom, j'ai demandé la bonne grandeur? Ça va être dans le même ratio que c'est dans Lightroom. Si tu l'ouvres directement de Lightroom à Photoshop, ça va garder le même ratio. Effectivement, c'est mieux de faire toutes tes retouches avant de recadrer et parce que comme ça, si tu as besoin de faire un recadrage différemment, tu n'auras pas à refaire tout ton post-traitement. Donc, d'habitude, le recadrage, ça pourrait être la dernière chose qu'on fait pour avoir tout l'espace pour toutes les différentes sortes de recadrage. Ça m'est déjà arrivé que moi, je présente mes photos à mes clients toujours en 5x7. Fait que je fais mon recadrage dans Lightroom au début, 5x7, parce que je le trouve joli pour faire mes retouches, puis je ne veux pas faire de retouches sur des parties de l'image que je vais couper de toute façon. Je vais dans Photoshop, je fais plein d'extra retouches, puis finalement, mon client dit j'aimerais avoir une 8x10. Puis là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je refasse tout. Fait que oui, effectivement, tu peux faire ton recadrage, ça pourrait être la dernière chose que tu fais. Parfait, merci. Donc, ici, dans Photoshop, moi, c'était, comme je vous ai dit quand on a parlé des espaces de couleurs, moi, j'ai seté tout pour aller dans SRVB. Donc, dans Lightroom, j'ai seté mes paramètres que quand j'ouvre un fichier de Lightroom en Photoshop, ça ouvre en SRVB. Je le travaille en SRVB, puis je n'ai pas besoin d'assigner un espace couleur. Mais s'il faut assigner un espace couleur, c'est dans Édition, convertir en profil. Voici le profil que j'ai présentement. Voici les profils, mes choix, si je veux le convertir en d'autres choses. Il faut juste voir aplatir l'image. Je ne veux pas aplatir mon image, donc je le décoche parce que je vais perdre tout ce que j'ai dans mes calques. Donc, je ne le coche pas, puis je fais OK. Fait que maintenant, mon image est dans Adobe RVB. C'est la même qualité. Je n'ai pas perdu de qualité en faisant appliquer un autre espace de couleur. Et finalement, mon épreuvage écran, ici, ça se fait dans affichage, je pense.
format d'épreuve. Oui, personnalisé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je sélectionne personnalisé, puis ici, dans le personnalisé, je peux sélectionner, puis on va regarder celui que Martin nous a donné pour Gosselin. Comme j'ai dit, je sélectionne colorimétrie relative si c'est un portrait. On va simuler la teinte du papier. Puis ça coche automatiquement simuler l'encre noire. J'ai mon aperçu que je peux voir sans et avec. Puis OK. Puis c'est vraiment on voit la différence. Je ne sais pas si vous le voulez si vous le voyez sur Zoom, mais moi je le vois très clairement sur mon écran. Oui, c'est plus pâle. Oui. On le voit. On le voit. Super. Fait que c'est ça, mes 2 exemples. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, ça va. Super, je vous reviens. Je vais arrêter de partager mon écran pour pouvoir mettre le PowerPoint. Non, not end. Je vais partager le PowerPoint. Current slide. Est-ce que vous voyez le PowerPoint encore? Oui. Super. Fait c'est ce qu'on a fait. On fait une copie de l'image, on ajoute la luminosité, on ajoute la netteté, on fait le recadrage, je vérifie la taille en divisant le nombre de pixels par 300 pour vérifier que j'ai assez de pouces que je veux. Je convertis mon image en SRVB ou Adobe RVB si ce ne l'est pas fait. Puis, je fais un épreuvage écran si j'ai un profil ICC. Maintenant, la partie fun, c'est on va parler des produits imprimés. Je pourrais parler de ça pendant 3 heures, si vous me permettez. Je ne le ferai pas, mais c'est vraiment sur ça que je suis axée avec mes clients. Mes clients me viennent à moi parce que je suis clé en main pour eux autres. Je vends les images imprimées et je le fais parce que je le trouve tellement important. Vous pouvez voir ici, on sait que les images numériques, est-ce qu'ils seront là dans 20 ans, dans 30 ans? On ne sait pas, mais je sais que la photo que j'ai faite imprimer a grandi dans un cadre avec un passe-partout. Ça va être là dans 30 ans, 50 ans, jusqu'à 100 ans. Donc, pour moi, c'est très important de donner à mes clients quelque chose qu'ils peuvent donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Je trouve ça tellement plus extra que juste donner des fichiers numériques qui vont être mis sur Facebook pendant 3 jours. Ils vont avoir tous leurs likes, puis c'est parti, ils font rien avec. Bon. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Amy. Je fais la même chose avec des shootings. J'offre le service d'agrandissement, puis même je donne une gratuité d'agrandissement. Les clients adorent ça. Sinon, oui, ils le laissent dans les fichiers puis ils ne le font pas faire. Exactement. Puis je demande toujours à mes clients, ben, avez-vous fait une séance professionnelle? Oh, oui, on était chez je ne sais pas qui. Et puis je demande, qu'est-ce que vous avez fait avec vos images? Elles sont dans mon tiroir, sur mon clé USB. Ben, super, excellent, jusqu'à ce qu'un clé USB soit plus utilisé, ça va passer à d'autres choses. Puis c'est vrai que dans 50 ans, cette génération qui est la plus photographiée dans toute l'histoire n'aura aucune photo. Oui, tu as parfaitement raison. Oui, exactement. Donc, cette philosophie-là, je m'excuse, Amy. Oui. Cette philosophie-là n'est pas juste pour les gens qui ont des contrats, c'est pour tout le monde. Oui. Moi, je vais avoir pour mes enfants, là, que je veux leur donner un album de ce qui s'est passé. Tout à fait raison. Les technologies vont changer. Puis même le nuage, moi, je suis contre. Parce qu'en signant un contrat dans le nuage, il se dégage de toute perte de données. Hein. C'est même pas sûr que tes photos dans le nuage vont être là dans 10 ans. Je suis complètement d'accord. Puis
je ne veux pas confier mes images à une compagnie qui va être achetée par une autre compagnie, qui vont faire faillite, on ne sait pas. C'est comme je confie mes images à une compagnie, puis je les vois plus, puis ils sont là, puis jusqu'à ce qu'ils sont plus là. Fait que, on a tous vécu de voir une vieille photo du mariage de nos parents, de nos grands-parents qui étaient jeunes. Puis il y a aussi une partie qu'un enfant, quand un enfant voit une photo de sa famille ou une photo de lui sur le mur dans la maison, il se sent, c'est comme dans son intérieur, ça c'est moi, I belong here. C'est comme je suis important ici. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou non, mais moi, une des choses que je fais avec mes enfants qui me donne beaucoup de plaisir, puis eux autres aussi, à chaque année sur leur journée de fête, on sort le livre de bébé, puis on regarde les photos de leur première année de vie, puis ils sont contents. Ils se sentent qu'ils ont de valeur. Exactement, exactement. Voici ma mère, 1967. Une image sur papier photographique bien conservée peut durer plus que 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire bien conservé? On le sait tout, exposé à l'abri de la lumière directe du soleil. Tu ne le mets pas sur le mur où le soleil tombe dessus. Dans un cadre avec passe-partout, c'est important d'avoir le passe-partout pour que le papier photographique ne touche pas le vitre. Ça va être correct tant pour les années que ça soit dans le cadre qui touche le vitre, ça va être belle, mais si un jour, après plusieurs années, tu essaies de décoller le papier du vitre, ça va être collé puis ça va être ruiné. Donc, c'est important toujours, si vous voulez que votre image encadrée reste beau pendant des années, je parle de 50 ans et plus, de mettre un passe-partout pour pas que le papier photographique touche le vitre. Dans une pièce sans trop d'humidité, j'ai déjà eu des histoires d'un client qui store ses photos dans son garage, mais il n'y a pas de climatisation dans le garage, puis évidemment, ça ne dure pas 100 ans si tu le mets dans ton garage pendant l'humidité de l'été. Puis dans un album au coffre sans acide, je pense qu'elles sont toutes sans acide ces temps-ci. Probablement pas ceux qui sont vendus à Dollarama, mais pour la plupart, les albums sont sans acide. Puis, vous pouvez être comme super strict dessus. Je connais les photographes qui ne mettent même pas leurs images imprimées dans une boîte de bois, comme une boîte décorative de bois, parce que le bois fait quelque chose qui affecte le papier photographique. Je ne connais pas trop ça, mais c'est la... Boîte de carton d'archives, c'est fait spécialement pour ça, Rémi. Super. Ouais. Pensez au-delà de glacé ou mat. Quand tu vas à Walmart, tu choisis papier mat, papier glacé. Il y a tellement plus de choix que ça. Je vous mets ici les 3 choix que j'offre à mes clients, mais comme qu'on a vu avec Christian cette semaine, il y en a des centaines de choix. Pour moi, le plus populaire, c'est l'illustré. C'est comme un beau entre-deux du glacé puis du mat. Je vends du mat profond qui est comme, c'est quasiment doux quand on le touche, c'est quasiment, tu sens comme si du velours, mais on perd beaucoup de détails dans beaucoup de contrastes. On perd, souvent c'est bon pour des photos de bébés qui sont doux, qui dans une ambiance douce, c'est du papier mat profond que je vais leur suggérer. Puis vous savez que le papier métallique, c'est super pour des images qui sont très vibrantes, des images urbaines avec des couleurs très saturées. Christian, parle-nous un petit peu de ce que tu as fait cette semaine avec tes papiers. Bon, ben, je me suis acheté une boîte d'échantillons de la compagnie Moab de Legend Paper pour voir s'il y avait des différences. Tu as vraiment piqué ma curiosité quand tu m'as présenté tes keynotes, là, tes PowerPoint, puis je dis, il y aurait peut-être de quoi à faire. Et j'ai appris beaucoup de choses. Moi,
c'est un commentaire, là, puis vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais. Avant, je faisais des modes épreuve écran sur mes photos pour les impressions, puis je les modifiais pour tomber à l'intérieur de l'espace couleur. J'ai contacté le technicien senior de Moab aux États-Unis, puis quand on a un profil ICC, puis qui est bien fait, qui est vraiment très bien bâti, on n'a pas à le faire. Ce qu'on a à l'écran va sortir exactement pareil sur le papier à travers le profil ICC. Et c'est ce que j'ai essayé. Et mon expérience de cette semaine, vous l'avez vu, là, il y avait quelques photos identiques sur différents papiers. Je suis rendu à 8 papiers différents. Et là, il y a des nuances de contraste. Il y a des nuances de saturation à cause de la qualité du papier, de la valeur du papier. Un papier mou, comme tu disais, c'est vraiment différent d'un papier semi-illustré ou encore les papiers japonais sont vraiment très, très, très texturés. Ça amène une valeur différente. Et là, c'est le goût artistique qui embarque. Moi puis Joanne, on est en train de regarder les mêmes photos, puis elle, il y a des papiers qui l'attirent plus que moi, et ainsi de suite. Tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant comme expérience. Et soit dit en passant, là-dessus, j'ai fait 2 vidéos que je vais partager avec les membres du club sur les espaces couleurs et sur les profils ICC à travers ce que moi j'ai vécu. Et ma calibration change complètement. Ma vision a changé beaucoup, puis ça va me permettre de me créer des très beaux albums localement. Mais moi, je le fais localement. Et je travaille dans un autre espace couleur que le tien parce que moi, mon imprimante accepte des TIFF 16 bits. Je suis à Adobe RVB tout le long parce que mon imprimante est capable de le prendre. C'est dommage que dans le marché, c'est différent, mais ça ne veut pas dire que la photo qui va sortir en SRVB ne sera pas belle. Loin de là. C'est juste une question de nuance. Moi, j'aime mieux avoir une panoplie de couleurs qui se dégrade tout doucement que de tronquer avec du SRVB, mais ça, c'est un choix personnel. Super. Oui, à retenir, c'est juste qu'il y a plus de choix que glacé ou mat, puis vous allez trouver votre niche à votre goût. Ça, c'est vrai, tu as raison. Puis, une petite astuce, un canevas ou du papier photographique texturé peut cacher le petit flou d'une image moins nette qu'on aurait souhaité. Voici quelques astuces pour votre art mural. Je ne parlais pas ce soir des albums parce que c'est une toute autre histoire, mais pour de l'art mural, il faut sélectionner la bonne grandeur. Les gens qui sont habitués que le 8 par 10, dès nos jours de photos scolaires, de jeunesse, on est indoctriné que le 8 par 10, c'est la grande impression. Ben non, ce n'est pas vrai. Puis si vous avez une 8 par 10 sur un mur qui n'a rien d'autre là-dessus, je vous invite à repenser la grandeur de votre impression. Ici, à l'échelle, à gauche, c'est une 30 par 40. À droite, c'est une 16 par 20. Puis je n'ai même pas mis le 8 par 10 là-dessus parce que c'est tellement ridicule. Donc, il faut vraiment penser à la grandeur de l'espace que vous avez. Puis de ne pas avoir peur de vraiment aller avec un agrandissement qui est grand. Une image au-dessus d'un meuble comme un divan ou une tête de lit, la hauteur idéale, c'est 8 à 10 pouces plus haut que ton meuble. À droite, très, très haut, ce n'est pas recommandé, c'est moins beau. Puis si on doit incliner notre cou pour regarder une photo très haut, on ne le voit pas comme il faut. Pour ça, on sait quand on est dans un musée, les images sont comme à la hauteur de vue. Un bon règle, c'est 5 pieds, 60 pouces qui arrive au milieu de votre image. Si vous êtes une famille de personnes petites, vous pouvez faire votre choix, mais le standard, c'est 60 pouces au milieu de votre encadrement. Puis, pensez à rehausser votre art mural avec une lampe pour votre tableau parce que votre œuvre
le mérite. Ça donne un petit peu plus de valeur, de fierté à notre image quand on installe une lampe. Pour de l'art mural, c'est disponible à Home Depot dans la section de luminaires. Je pense que le mien, ça coûtait 30 pièces. On peut acheter une lampe pour tableau qui est avec la batterie. Si ce n'est pas dans une place qu'on peut le brancher, ça coûte à peu près 80 $ sur Amazon. Puis c'est ça, la fin de la présentation. Avez-vous des questions sur les produits imprimés ou d'autres choses? Du feedback, avez-vous... Non, ça va bien. Merci, Amy. C'était super. Puis moi, je vais réécouter la vidéo parce que j'ai appris des choses dans Photoshop surtout. Il y a des choses que je ne sais pas et que je vais mettre en application. C'est sûr que je vais réécouter ça. Excellent. Et prendre des notes. Excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me dire qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez apprécié de soit la partie A ou la partie B ce soir? Moi, j'ai trouvé que c'était un résumé qui était bien monté. Tu as fait un bon tour d'horizon qui était adapté à tous les niveaux, je pense. Puis s'il y a un de ces éléments-là qu'on est intéressé à approfondir, je pense qu'à partir de ce que tu as fait, là, on a les outils pour le faire. Donc, moi, je te félicite. Très bon job. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Le plus que je peux faire pour encourager le monde d'imprimer leurs images, c'est tant mieux. Imprimer pour préserver et surtout pour apprécier nos images, pour nous donner du bonheur quand on marche dessus, comme quand on marche devant, quand c'est sur le mur. Moi, Amy, je te lève mon chapeau parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail dans ta présentation. C'était vraiment très bien fait. Ah, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Comme Martin disait, ça touche à tous les publics. Tu peux attiser la curiosité pour que les gens te posent des questions davantage. C'est une belle expérience. Quand on est rendu à imprimer, c'est un autre monde, mais c'est tellement valorisant une fois qu'on est rendu avec un résultat plaisant. Mais chapeau, super de belle présentation.